Moi, j'aime bien cette définition de l'innovation qui met l'accent sur l'impact, la différence qu'on va faire dans la vie des gens. L'innovation, il ne faut pas que ça soit du gadget, c'est pour trouver adresser des enjeux, des besoins, des problèmes, les adresser de façon originale, créative, trouver des solutions nouvelles, puis qui vont faire une différence dans la vie des gens. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Épisode 106. Profiter des communautés pour innover dans sa vie professionnelle et l'enjeu stratégique de l'innovation pour les organisations sportives avec Laurent Simon, PhD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Temps d'arrêt, c'est de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et la science du coaching. Parce que ma mission personnelle, c'est de contribuer au développement professionnel des entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça d'un côté à travers le podcast, mais aussi dans mes responsabilités professionnelles comme conseiller pour des entraîneurs et aussi dans mes études sur le développement professionnel des entraîneurs. Si tu es un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice de Temps d'arrêt, je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Ça nous aide beaucoup à propager la bonne nouvelle. Pour les auditeurs loyaux de Temps d'arrêt, je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant à un ami. Be a friend, tell a friend. Ça prend 5 secondes et ça va contribuer au développement positif du système sportif, en plus du tien en bout de ligne. Pour l'épisode d'aujourd'hui, si tu es un dirigeant ou une dirigeante ainsi qu'un ou une professionnelle qui cherche à démarrer une communauté d'apprentissage, un cercle de réseautage pour améliorer tes connaissances, tes compétences, ton innovation, ou que tu fais même partie d'une communauté ou tout simplement que tu cherches à innover, tu es au bon endroit parce que Laurent Simon nous partage une perspective étoffé et théorique sur le sujet. Tu vas vraiment avoir des coudées franches si tu t'en viens qu'à discuter les communautés d'apprentissage ainsi que l'innovation suite à l'écoute de cette conversation-là. Parce qu'au début, on parle de la définition de l'innovation. Par la suite, on enchaîne sur une discussion à propos des communautés d'apprentissage et on termine en parlant du déroulement et de la participation aux communautés. On parle de ça parce que mon invité, c'est Laurent Simon, qui est un professeur agrégé de gestion au HEC Montréal. Il a obtenu son doctorat en administration et management du HEC en 2002, après avoir obtenu une maîtrise en sciences en management en 1996 et un baccalauréat en gestion ressources humaines de l'ESC Rouen en France en 1993. Ses domaines d'intérêt principaux sont le management de l'innovation et de la création, le management des projets et les industries créatives et techno-créatives telles que le jeu vidéo, le multimédia, la publicité, la haute technologie et les arts de la scène. Il mène des recherches sur les pratiques de management de l'innovation ou de la création, ainsi que sur les méthodes de pédagogie active avec un accent sur la participation des étudiants et étudiantes. Il s'intéresse également aux thématiques telles que les valeurs et attitudes de la nouvelle génération au travail, l'éthique hacker et le management, la métaphore ludique en gestion, les contextes et milieux de création et les villes créatives. Bref, il s'intéresse à l'innovation, l'apprentissage, puis comment est-ce qu'on met tout ça ensemble pour produire de nouvelles idées. Et je vais vous laisser entendre ses propres propos pour le confirmer. En reconnaissance de ses contributions, il a remporté le prix d'excellence en pédagogie pour un professeur adjoint en 2005 à HEC Montréal, ainsi que le prix de la meilleure thèse HEC en 2002-2003 de la Fondation Mercure. Bref, je pense qu'on a la bonne personne pour parler de communauté et d'innovation, de production de nouvelles idées. Et si vous êtes à la recherche de nouvelles idées pour résoudre les problèmes dans vos organisations, dans vos fédérations, dans vos équipes, vous êtes au bon endroit. Là-dessus, tout le monde, merci encore une fois d'être avec moi dans l'aventure de Temps d'arrêt. Et là-dessus, je vous dis un bon podcast. On va parler à des entraîneurs. Les gens qui vont écouter le podcast, ça va être principalement des entraîneurs, des directeurs de fédérations sportives, dont quelques-uns que tu connais, je pense, à travers ton travail au HEC. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent un peu du podcast? Ben, déjà sur la réflexion qu'on peut avoir là sur le podcast, moi ce qui me paraît important, c'est qu'on parle d'innovation,
qu'on parle d'innovation dans ce domaine-là, puis qu'on réalise que l'innovation, c'est pas juste de la techno, que c'est pas juste quelque chose qui est réservé aux geeks ou qui est réservé aux super créatifs, mais qu'on a des outils, des démarches et qu'on peut penser nos contributions autrement et qu'on peut faire une différence dans notre métier par la mise en œuvre de démarches d'innovation. OK. Puis, parle-moi donc un petit peu de ce qui t'a amené justement à te pencher sur l'innovation, puis avoir cet intérêt-là, parce que je sens déjà, juste avec ce que tu viens de me dire, comment est-ce que ça t'anime, là, ce sujet-là? Ouais, ouais, bah, moi donc je suis prof à HEC Montréal. J'ai découvert Montréal, français d'origine là, je suis pas né à Drummondville, mais j'ai découvert Montréal, il y a presque 30 ans comme étudiant en échange, puis j'avais senti ça. J'avais senti qu'il y avait une dynamique de créativité, qu'il y avait des pratiques d'innovation. Ça m'a toujours intéressé, puis quand j'ai fait mon doctorat sur, le pilotage des équipes de création et d'innovation chez Ubisoft, studio de développement de jeux à Montréal. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'est ça, c'est comment on s'organise pour produire ensemble de la nouveauté utile. Et c'est ce qui m'a amené à regarder ça sous l'angle de la recherche, mais aussi sous l'angle de l'enseignement aujourd'hui, puis d'essayer de pratiquer aussi de mon côté d'ailleurs. Mais en faisant ton doctorat en collaboration avec Ubisoft ou dans leur environnement à eux, clairement que c'est de la recherche, mais c'est clairement de la recherche appliquée, là, parce qu'on peut voir que Oui. Ubisoft, ils ont quand même du succès. Puis là, tu as utilisé l'expression des nouveautés utiles. Est-ce que c'est ça de l'innovation? Des nouveautés utiles? Oui, on pourrait jouer avec plein de définitions, mais moi j'aime bien cette définition de l'innovation qui met l'accent sur l'impact, la différence qu'on va faire dans la vie des gens. L'innovation, il ne faut pas que ça soit du gadget, c'est pour trouver adresser des enjeux, des besoins, des problèmes, les adresser de façon originale, créative, trouver des solutions nouvelles, puis qui vont faire une différence dans la vie des gens. Mmh. Puis, pourquoi est-ce que c'est particulièrement important aujourd'hui? Parce que, justement, en préparation de notre conversation, tu sais, je révisais un des chapitres de livre que tu as écrit avec 2 autres co-auteurs que vous avez publiés, je pense, en 2017, si mes sources sont bonnes. Hem, puis, tu sais, on voit qu'il y a clairement un mouvement vers, les communautés d'innovation, qu'on pourra peut-être aller plus tard, mais que l'innovation prend beaucoup plus de place aujourd'hui pour justement, amener ces nouveautés utiles-là. Mais pourquoi c'est particulièrement important qu'on se concentre là-dessus aujourd'hui, maintenant? Bah alors pourquoi l'innovation plus aujourd'hui qu'il y a quelques années? La réponse facile, la réponse courte, c'est parce que le monde change. Le monde change, il nous présente des nouveaux défis, il y a des nouveaux enjeux. Un autre élément de réponse, c'est que, on continue de produire de la science, de la technologie, de la connaissance qui ont énormément de potentiel et qu'on peut exploiter toutes et tous dans nos domaines. Donc on a à la fois des défis, puis on a des opportunités, des potentialités sur lesquelles on peut travailler. Mais surtout, le premier élément de réponse, c'est que le monde change de façon très rapide, les attentes des usagers, des consommateurs, des citoyens changent, donc on doit trouver des façons de s'adapter rapidement, puis d'adresser les défis d'aujourd'hui. Mmh. Puis comment est-ce qu'on peut, créer un environnement qui va justement être propice à ça? Parce que, tu sais, bon, je pense que tu es un peu plus dans le milieu des affaires, comme tu sais très bien, tu Ouais. sais, comme moi, je suis un peu plus dans le monde du sport. Puis clairement qu'il y a des changements. Oui, il y a des sports conservateurs un peu plus, mais ça va de plus en plus vite justement dans le changement. Comment est-ce qu'on peut comme manipuler un peu notre environnement professionnel pour justement faciliter ça? Parce que j'entends des entraîneurs, des directeurs, des directrices, des entraîneurs comme me dire: «Hey, comme faut vraiment qu'on change ça pour être capable de s'adapter de plus en plus rapidement». Ouais, tout est ben, c'est important. Puis cette idée d'adaptation, elle est clé. On n'innove pas pour le plaisir d'innover, mais on innove pour s'adapter, pour continuer d'exister, pour avoir un meilleur impact. Hem, Comment on fait ça là? Si je fais le prof 2 minutes, bah, tout d'abord, c'est pas magique. Tu sais, c'est pas magique, ça tombera pas du ciel, l'innovation. Donc il y a un moment, il faut reconnaître ce que c'est qu'une démarche d'innovation. Produire de la nouveauté utile, ça demande en amont d'investir sur les connaissances. C'est quoi les besoins, l'évolution des besoins de mes clients, de mes usagers, des gens que je vais coacher. Ma compétition, elle fait quoi? Dans les autres fédérations ou les autres coachs, ils travaillent comment? Ils font comment? Et puis les technologies, qu'est-ce qui peut m'aider dans ma démarche? Si je suis capable d'utiliser par exemple des logiciels de simulation, ben pourquoi pas, mais il va falloir apprendre. Et puis c'est quoi les défis? Les défis aujourd'hui environnementaux, équité, diversité, inclusion. Donc le point de départ de l'innovation, c'est d'abord de faire le point, de se donner un état des lieux sur le monde qui nous entoure, et à la fois en termes de défis puis d'opportunités.
Puis après ça, il faut se positionner en disant, ça serait quoi, moi, les priorités? Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Par quoi je veux être impactant? C'est quoi la différence que je veux faire? Puis là, on peut générer des idées, on peut partager des idées. Et puis après ça, il faut essayer des choses, il faut prototyper, expérimenter, puis essayer de voir c'est quoi les impacts réels, les impacts économiques de mes propositions. Mais ce qui est important pour moi, c'est cette espèce de chaîne de valeur là. Investir sur les connaissances, générer des idées à partir des problèmes qu'on caractérise, les mettre à l'épreuve et puis essayer de voir si elles sont viables et impactantes. Puis la dernière partie de ce que tu mentionnais, pour moi, elle est particulièrement importante. Tu sais, en 2016, on a un peu challengé dans un article avec Wade Gilbert et Pierre Trudel le développement des entraîneurs. Puis on dit qu'il fallait qu'ils tendent davantage justement vers l'innovation. Puis nous, on mettait de l'avant, là, je me rappelle plus de la référence, si c'est Dyer ou quelque chose. Chicane-moi pas si j'ai pas exactement la bonne référence. Là. Mais trêve de plaisanterie, on parlait de l'importance dans les 5 comportements. Il y en a 2 que tu as ressortis. Tu sais. Un, je pense que quand tu parlais de faire l'état, faire le point, mais nous, un des comportements qu'on mettait en avant, on disait, probablement que si on veut être un innovateur ou une innovatrice, il faut davantage observer, mais observer pas dans le sens d'observer ses séances d'entraînement, c'est observer ce qui se passe à travers le monde, observer ce qui se passe ailleurs, puis observer ce qui se passe déjà en ce moment. Puis le deuxième point que je trouve Ouais. intéressant, puis c'est là que j'aimerais ça t'entendre peut-être aller un peu plus loin. Tu sais, tu as fait allusion à l'expérimentation, tu sais, Mhm. d'essayer des choses. Mais des fois, les gens ont un peu peur d'essayer des choses. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là que, comme, ah, ben, tu sais, on veut pas trop prendre de risques parce que, justement, comme on veut que nos choses, ils continuent à rouler. Ouais. Sur le premier point, pour moi, c'est fondamental, là, c'est d'être capable j'aime bien cette expression-là, de lever le regard. On le fait pas assez. C'est lever le regard. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? C'est quoi les grandes tendances? Et qu'est-ce qui se passe pas uniquement dans notre secteur, mais dans d'autres secteurs? Puis de partager ça. C'est là où on va pouvoir commencer à parler de communauté aussi. Et puis le deuxième point, on a un prix Nobel d'économie en 2006, Edmund Phelps, qui a démontré qu'aujourd'hui, il y avait plus de risques à ne pas innover qu'à innover. OK. Donc, on n'a pas le choix. Si on veut continuer d'exister, d'évoluer, il faut adapter nos pratiques, il faut essayer des choses, parce que si on n'essaye pas, on ne saura pas si ça marche. Là. On ne saura pas si ça marche pas non plus, tu me diras. Mais il faut avoir le courage d'essayer des choses, parce que sinon, on reste au même niveau que tout le monde. Quoi. On ne fera pas de différence. C'était quoi les risques, justement, si on restait plus vers le statu quo que d'aller justement vers l'innovation? Est-ce que tu en sais un peu plus sur la démarche qu'il a pris puis sur ce qu'il a démontré ou? Ouais, c'est un économiste, hein, donc il a mesuré beaucoup à haut niveau, entre pays, entre régions, entre entreprises. Les risques, c'est la stagnation. C'est qu'on n'est pas. Il y a le fait que la compétition, elle risque de nous dépasser, ça c'est certain. Mais aussi, puis ça pour moi, le plus grand risque, c'est qu'on serait pas. Puis en sport, on peut comprendre ça, mais c'est qu'au fond, on serait pas à la hauteur de notre talent. Mmh. Si t'essayes pas des choses nouvelles, tu restes toujours à la limite moyen ou conventionnel. Il y a un vrai risque de stagnation, quoi. Ouais, ouais, Alors que ouais. de changer d'angle, changer de regard, ça va peut-être pas marcher, mais si tu essayes pas, tu sauras pas. Ouais, puis ça revient à un dicton sportif qui dit comme qu'une des choses, une des pires choses que tu peux faire, c'est juste de rester pareil. Tu sais, qu'à chaque jour, un Exact. peu, il faut que tu progresses, il faut que tu essaies de t'améliorer et tout ça. Puis là, tantôt, tu faisais référence au fait de partager, comme partager semble être un élément central. Là, j'utilise peut-être pas les bons mots, mais Ouais. justement d'amener à l'innovation. Puis que ça, que le partage, bien clairement, que ça se passe dans les communautés. Puis nous, justement, dans nos travaux, on parle beaucoup des communautés de pratique. On veut créer des espaces d'apprentissage social. Comme c'est quoi le lien que tu fais justement entre l'innovation puis le partage à l'intérieur des communautés? Je vais repartir, c'est un super bon point, mais je vais repartir d'un peu plus loin. Mais on a beaucoup fantasmé là en Occident là sur l'espèce de génie créatif là solitaire là. Le type, OK. il est dans son coin, puis il va arriver avec des idées, il va tout révolutionner. Puis quand on regarde l'histoire de l'innovation, c'est pas comme ça que ça marche. Les grands innovateurs, c'est des gens qui savent s'entourer, c'est des gens qui vont utiliser les autres pour tester leurs idées, c'est des gens qui vont aller trouver des compléments à l'extérieur aussi sur leurs idées, donc qui travaillent de façon collective. Alors que par ailleurs, dans des domaines où l'expertise elle est très singulière, le coaching c'est pas si évident que ça, c'est une expertise qui est incarnée et les meilleurs experts du coaching, veut pas, ça reste les coachs. Mmh. Donc il y a un moment, cette thématique des communautés de pratique, donc je regarde comment tu fais, comment on faisait historiquement, tiens moi je l'ai essayé comme ça dans telle situation. Il y a un paquet de choses que tu peux documenter, mais il y a aussi des choses que tu peux pas documenter. Donc se voir, se parler, partager, ça permet d'enrichir. Et de plus en plus aujourd'hui, on va passer de la logique des communautés de pratique
Genre, j'apprends, mais de façon un peu incrémentale de ce qu'a fait mon collègue et tout, à des logiques où on va se dire, ben, comme on est les meilleurs experts de notre domaine, on va se poser la question de ce qu'on veut devenir, des enjeux qui se présentent à nous, comment on va répondre à ces enjeux-là. Puis l'idée, c'est toujours d'apprendre en commun. On peut apprendre en commun sur le passé, sur le présent, mais on peut peut-être aussi apprendre en commun sur l'avenir, puis essayer de se dessiner un avenir. Ça, c'est les communautés d'innovation. Puis le dernier point que tu mentionnes est tellement important pour moi. Où est-ce que c'est une des meilleures choses qu'on peut probablement faire comme professionnel dans beaucoup de domaines, c'est d'anticiper ce qui va se passer. Puis ça fait un lien où est-ce que j'écoutais un podcast qui discutait des travaux qui ont été faits sur les serial winning coaches, donc les entraîneurs Mhm. couronnés de succès. Et longue histoire courte, ces entraîneurs-là, ils ont eu du succès à 2 événements internationaux ou de haut niveau, là, tu sais, comme pas juste une fois, à plusieurs reprises. Puis Ouais. l'auteur de ces travaux-là, il mentionnait ils sont toujours en train de regarder ce qui va se passer dans le prochain cycle ou même dans le deuxième cycle olympique, donc dans 4 ou 8 ans. Et puis ça, je trouve que des fois, on a tendance à trop regarder en arrière dans le présent puis pas anticiper ce qui va se passer. J'aime beaucoup là ce que tu amènes parce qu'en innovation, de plus en plus, on va parler, tu sais, on parle de communauté de pratique, de communauté d'innovation, on va parler aussi de communauté d'anticipation. Des communautés qui vont ensemble essayer d'imaginer des scénarios possibles sur ce qui pourrait arriver, puis de se Hmm. dire, ben voilà, si par exemple l'intelligence artificielle générative se met à accélérer, nous comment on se positionne à ça, si par rapport à ça. Si l'informatique quantique se développe comme développe ses promesses comme elle le fait aujourd'hui, comment nous on va être prêts, puis comment ça va impacter nos pratiques, notre industrie, etc. Ça fait partie de l'innovation. Être capable de se donner de la hauteur de vue, mais aussi de se donner quasiment des feuilles de route, des scénarios d'exploration. Ouais, puis je vois ce travail-là prendre place en équipe aussi en tant que tel. Dans le Ah sens oui, que à l'intérieur d'une équipe, tu veux pas juste te contenter de régler le problème qui est en avant de toi puis de voir ceux-là qui vont venir. Mais là, tu sais, justement, comme tu parles de communauté d'innovation, moi j'ai lancé le terme de communauté de pratique, tu parles de communauté ouais. d'adaptation, là, si je te cite bien. Comment est-ce que tu D'anticipation, d'anticipation. d'anticipation, oui, excuse-moi. Ouais, ouais. Comment est-ce que tu définis comme une communauté d'innovation, là, une personne qui dit Hey, moi je pense que ce serait important pour nous puis là, il en parle, hein, on devrait se lancer une communauté d'innovation. Comment tu décrirais ça à quelqu'un qui peut-être connaît ça un petit peu moins théoriquement que toi puis moi, mettons? Bah, un peu comme dans les communautés de pratique, hein. Une communauté d'innovation, d'abord, un groupe social. C'est des personnes qui vont se rassembler et qui vont en fait identifier un enjeu, un problème, un défi qui les concerne. Vont se dire voilà, cette préoccupation-là, on veut la travailler ensemble, mais qui n'auront pas forcément les réponses. Même dans leur groupe, elles n'auront pas. Dans la communauté de pratique, on a des éléments de réponse, puis on fait un peu de copier-coller, on s'imite, on adapte, etc. Dans les communautés d'innovation, il y a une dimension qui est beaucoup plus une dimension d'exploration. Donc on va un peu comme en recherche, on va se demander bah, c'est quoi l'état de la situation, c'est quoi les possibilités, c'est quoi les ressources, comment ils font ailleurs. Puis on va essayer de faire des hypothèses ensemble, on va essayer éventuellement de designer des solutions, on va essayer parfois de les prototyper ensemble. Mais pour moi c'est typiquement ça une communauté d'innovation. Donc ça suppose un espace social et un espace de partage de connaissances, mais aussi un travail en commun des questions. Hein, comment toi, François, tu comprends le défi? Comment je le comprends? Comment ensemble on l'interprète? Est-ce qu'il y a des verrous, par exemple, technologiques à lever dans la recherche d'une solution? Est-ce qu'il y a des expérimentations à faire? Donc on va ensemble construire une démarche d'exploration. Mhm. Puis, curiosité comme ça, est-ce que toi, tu fais partie de quelques communautés, peut-être à gauche, à droite? Je serais curieux de savoir, toi, ton expérience, comment tu vis ça, si tu en vis, si tu en fais partie de quelques-unes. Là. Oui, 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 bah, en recherche, hein, moi je suis prof chercheur aussi là, mais donc en recherche, on est toujours en quelque sorte dans des communautés d'exploration, parfois d'innovation. On a eu la grande chance avec l'un de mes collègues de participer pendant quelques années à une communauté d'innovation chez Renault, le fabricant automobile en France, à réfléchir l'avenir de la mobilité, l'évolution des usages dans la mobilité, comment passer à des mobilités plus douces, moins impactantes. On a fait ce genre de choses aussi encore sur la mobilité. On fait ce genre de choses avec Michelin depuis 5 ou 6 ans dans le cadre d'un laboratoire ouvert qui s'appelle Movinon, mais qui mobilise des communautés d'intérêt sur différents thèmes. Donc par exemple, la mobilité durable, on a des projets appliqués, la mobilité durable sur le territoire de Laval, par exemple. Puis là, vous réunissez différents acteurs et puis on réfléchit ensemble, on explore. On a différents types de projets où effectivement on fonctionne dans ce mode-là.
Et puis, là, tu me parles de Renault ou Michelin, je vais te laisser choisir, mais je sais que probablement que tu as des ententes puis que tu peux pas aller justement dans le fond du détail puis tout révéler ça, mais je serais curieux, est-ce que tu peux me parle-moi un petit peu de cette expérience-là, soit Renault ou Michelin, de comment ça se passe, puis c'est quoi un peu la dynamique à l'intérieur? Parce que je sais que j'en ai vécu quelques-unes, je faisais un peu le recensement en me préparant pour aujourd'hui. Je pense que quatrième communauté, je vais dire de pratique, peut-être une qui était d'innovation dans ces quatre-là. Mais je suis curieux de savoir, comme parle-moi un peu de l'expérience que toi tu as vécue, puis c'est quoi la dynamique que à laquelle les gens devraient s'attendre quand on vit quelque chose comme ça? Je vais prendre un autre exemple, si tu permets. Ouais, ben vas-y, vas-y. On a fait, puis ça a été public, là, ça a été commenté il y a quelques mois. On a accompagné aussi la STM, la Société des Transports de Montréal, dans la mise en place, un peu expérimentale, de deux communautés qu'on appelait des communautés d'intérêt, qui étaient des communautés d'innovation, une sur l'avenir du transport en commun, le transport public, puis l'autre sur la robotisation. Euh, L'idée, c'est d'abord d'identifier une thématique là dont on sait qu'elle risque d'être transformatrice, structurante, etc. Donc la robotisation, par exemple. Puis à partir de là, on va trouver un petit nombre de personnes. On essaie de trouver des gens intéressés, mais d'avoir un peu de diversité. Et puis ces gens-là, ils vont se donner des devoirs. Donc une espèce de devoir d'exploration. Ils vont un peu comme quand on fait un travail académique, on fait une revue de littérature, un état de l'art. Donc ils vont d'abord faire de l'exploration. Puis ils vont ramener régulièrement, ils vont se voir toutes les 2 semaines, ils vont ramener des connaissances à la table, ils vont réfléchir ensemble, et puis essayer d'identifier des voies possibles de développement. Hein, par exemple, à la STM, c'est la robotique, est-ce qu'on peut l'utiliser en maintenance, en réparation, en maintenance, maintenance des tunnels, etc. Tu dis, ah, ça c'est intéressant. On va regarder ça, on va regarder le potentiel, mais on va faire aussi, puis ça pour moi c'est super important, on va essayer ensemble de construire des scénarios possibles en disant, je sais pas, la robotisation, elle devient totalement automatisée. Moi, je parle à mon robot et puis il va s'organiser. Ah, ok, bah si c'est ça, comment on va s'organiser? Ou alors, on veut que les robots se parlent. Ah bon, bah techniquement, comment on est capable de faire ça? Comment on structure ça? Donc, on va faire des scénarios puis on va essayer de les explorer concrètement. OK. Super intéressant. Puis c'est qui va comme décider justement les scénarios? Parce que, tu sais, il y a certaines personnes là, que j'entends, tu sais, dire, hey, on voudrait une communauté dans mon milieu, dans ma fédération, dans mon entreprise, dans mon équipe, dans mon secteur universitaire. Mais je pense que des fois, ce qui est mal compris, c'est que c'est quand même. Moi, j'utilise le terme organique, même si c'est maladroit parce que c'est pas réellement organique selon la définition du terme. Ouais, Mais il y a un peu un débat tu sais, à avoir à partir de là, tu sais. c'est un super bon point. On va voir des fois des communautés. Il y a les mouvements des communautés. Hein, tu as dit organique, c'est souvent ça. Des fois, c'est émergent. Des gens Mm. qui se découvrent, qui en ont le même intérêt, il faut qu'on explore, il faut qu'on regarde. Là, on voit en ce moment émerger à Montréal une espèce de communauté d'intérêt sur les impacts de l'intelligence artificielle dans le milieu des arts et de la culture, par exemple. Ça, il n'y a personne qui a piloté ça. Ça, c'est en train d'émerger. Puis les gens vont se parler, on voit des projets de recherche qui naissent, etc. Mais dans une entreprise, là, quand on a travaillé avec la STM, il y a eu des échanges, puis le comité de direction a dit, cette question-là, c'est un enjeu, elle est super intéressante, on ne sait pas trop comment l'explorer, on devrait peut-être la confier à une communauté, puis laisser cette communauté travailler. Souvent aussi, Mhm. si tu permets, on parle de communauté d'intérêt parce qu'on veut des gens qui aient un peu de curiosité, quel goût d'explorer, quel goût de jouer, etc. Donc c'est peut-être pas tout le monde, mais ça c'est un moteur aussi de ces communautés d'innovation. Ouais, puis justement, dans le chapitre que j'ai révisé là, ce matin en préparation de notre conversation, tu parlais que les communautés d'intérêt, c'est venu en même temps avec l'avènement de l'Internet, si on veut, ou est-ce que c'était plus facile de se Ouais. partager des intérêts sur, exemple, la plateforme Linux ou tu sais, des différentes choses comme ça, là? Ça existait avant, mais ça a été accéléré, je dirais, évidemment par l'internet, par les réseaux sociaux. On a appris à travailler à distance. On est capable d'accumuler des connaissances et puis de les partager, de les réfléchir ensemble à distance. Donc oui, ça a été un accélérateur, ça, dans beaucoup de domaines. Ouais. C'est vraiment intéressant. Je suis vraiment content que tu sois avec nous, Laurent. Merci de prendre du temps dans un semestre assez chargé là, pour venir partager un peu cette expertise-là. Parce que tu parles d'innovation, tu parles de communauté. Ça fait partie intégrale de plein d'aspects là, de mon travail, puis je suis sûr de plusieurs personnes qui écoutent. Justement, en parlant de ces personnes-là, tu sais, il y en a plusieurs qui vont travailler dans des fédérations sportives ou dans Ouais. des équipes universitaires et des équipes sportives X, des organisations qui ont quand même plusieurs personnes. Puis, je suis convaincu qu'il y en a un ou une parmi ces gens-là, ces personnes-là, qui se posent la question, tu sais, comme quand est-ce que je le sais là, que c'est le temps d'en partir une communauté ou d'essayer de susciter quelque chose, de rassembler les gens?
Ouais, c'est une bonne question. Puis je reviens à l'idée un peu d'organique là que tu évoquais tout à l'heure. Souvent on le sent. Ça a l'air pas très scientifique de dire ça là, mais souvent on le sent. Tu sais qu'il y a un enjeu, puis l'enjeu il agace tout le monde, ça bug tout le monde. Les gens se disent ce truc ça va arriver, on sait pas trop par quelle poignée le prendre, comment le prendre. Donc c'est en parlant aussi, en disant hey, regardez moi ça m'intrigue. Vous est-ce que vous avez réfléchi à ça? Vous est-ce qu'il y a des sujets qui vous empêchent de dormir? Puis dire, OK, peut-être qu'il faudrait qu'on s'en parle. Mais c'est un bon point aussi, parce que les communautés, elles démarrent souvent avec un petit corps de passionnés. Des gens qui vont dire là il y a un enjeu, puis tu sais il faudrait qu'on se réunisse, qu'on en parle, et puis ils vont parler à d'autres mondes, ils vont mobiliser d'autres mondes, mais ça prend on dit souvent ça prend des animateurs, des facilitateurs là qui vont exciter un peu justement les réseaux pour dire est-ce que cette question là elle vous rejoint quoi. Exciter le réseau et je rajouterais à ça maintenir comme la Ah conversation ouais. ou comme s'assurer qu'elle ne meurt pas dans un sens. Puis, si tu me le permets, je vais peut-être te parler un peu de mes expériences. Où est-ce que Oui. tu sais, depuis peut-être 2017, j'ai fait partie justement, comme je disais tout à l'heure, de 4 communautés. Puis la première, on l'appelait le Online Mastermind. Dans le fond, on était comme 4 consultants de différents domaines, préparation mentale, coaching, différents domaines. Mais on travaillait tous, le thème qu'on avait, c'est qu'on avait déjà commencé à travailler en ligne virtuellement, comme en 2017, puis en 2018. Puis, vois-tu, ce rassemblement-là venait justement d'une personne qui avait déjà commencé à faire ça, qui avait parlé à une autre personne. Puis là, les deux, par indirectement, me connaissaient moi. Puis là, on s'est dit, hey, il OK. avait dit peut-être que, ah, ben, Frank, ça serait une bonne personne à intégrer là-dedans. Puis là, on avait dit, OK, ben là, on va pouvoir amener Charles là, aussi, qui va faire partie de cet événement-là. Et c'est de là qu'était parti ce online mastermind-là. Mais de l'autre Ouais. côté, puis là, tu parles du feel. Ça, je trouve ça intéressant parce que c'est là, elle est terminée à ce jour aussi. Mais en même temps, je trouve que le feeling, c'est autant au niveau du lancement qu'à la fin de cette communauté-là. Et dans le chapitre, tu me mentionnes justement qu'il y a comme deux fins. Puis ça, j'ai trouvé ça un peu. C'est là que je voudrais avoir un peu ton avis. J'ai trouvé ça un peu décevant ou slash difficile, où est-ce que la fin, elle est pas toujours explicite. Ou est-ce que Non. l'Online Mastermind, on s'est comme convenu, on était 4, 5 jusqu'à un certain point. Tu sais, on s'est dit, ah, OK, je pense que c'est le temps, c'était le fun tout le monde, mais là, la pandémie est arrivée. Oui, le virtuel est omniprésent, mais on roule nos affaires puis on part chacun de notre côté. Mais il y a une autre communauté qui rassemblait des conseillers aux entraîneurs. On était 12 à 18, dépendamment du moment, là, à travers de 2020 jusqu'à 2022. Et à la fin, ça a comme jamais été dit, mais il y a comme jamais eu personne qui l'a relancé. Et Ouais. puis ça, c'était Ouais. un peu décevant de mon côté parce que j'avais bien du Bah, fun avec cette gang-là. tu sais, on parle dans le bouquin aussi, là, sur les communautés d'innovation, en particulier dans le dernier chapitre, on parle un peu des trajectoires des communautés. Puis je reprends ta métaphore organique. La communauté, c'est très organique, donc c'est sa pertinence qui fait son existence. Donc il y a l'engagement des membres, mais les sujets peuvent changer. Une thématique Mhm. peut changer. Une communauté, ça peut disparaître, ça n'a pas forcément de conséquences. Des fois, on a réglé un sujet, où on a fini d'explorer, où on voit des communautés, des fois, je sais pas dire ça en français, là, qui forquent, tu sais, qui vont avoir des trajectoires différentes. C'est très correct, parce qu'on est dans des formes sociales organiques, on apprend ensemble. Des fois, on aura trouvé nos réponses. Et puis, il y a en particulier en innovation, là. Ou des fois, à partir de ce qu'a fait la communauté, je reprends l'exemple de ce qu'on a fait avec la STM, ça a permis à la STM de se définir des feuilles de route d'exploration. En disant, Mm. bah là, la communauté, on en a moins besoin, elle va peut-être exister encore informellement, mais on a défini une façon d'adresser la question. Donc ça, c'est très très variable, quoi. On voit des communautés qui essayent de persister, d'autres qui disent bah, c'est correct, on a fait le tour de la question, on a appris ensemble, ça nous donne des voies d'exploration, puis on passe à autre chose. Ouais, puis j'ajouterais à ça aussi, moi je pense qu'il y a un élément qui a contribué à cette fin-là, c'est aussi les changements professionnels des gens, parce que les 12 personnes avaient sensiblement le même rôle au départ, mais quand on était rendu 18, ben, il y a d'autres personnes qui sont ajoutées pendant peut-être une période de 6 à 8 mois, mais l'autre chose, c'est qu'il y a peut-être 6 à 7 personnes qui ont changé de travail, donc leurs intérêts, leur quête professionnelle, elle n'était pas pareille. Et là, moi, C'est de te ça. poser la question, quand est-ce qu'on sait que, tu sais, si je suis un directeur de fédération, un entraîneur-chef, peu importe mon rôle, euh, quand est-ce on devrait arrêter puis juste faire comme ben c'est bon, ou quand est-ce qu'on devrait justement continuer à essayer de
permets-moi d'utiliser un anglicisme moi aussi, mais primer la communauté, tu sais, Ouais. de la solliciter, de la stimuler, parce que c'est un débat interne que j'ai des fois où est-ce que, OK, oui, là, comme il faut démontrer la persévérance, il faut essayer de stimuler les choses, mais en même temps, il ne faut pas s'acharner non plus. Puis s'il n'y a plus de momentum, il n'y a plus de momentum, puis c'est correct. C'est pas toujours évident de savoir lequel on est où dans cette équation-là. Bah, non, c'est pas évident, puis c'est important d'en parler. Tu sais, ça sert à rien, moi je crois, de faire vivre une communauté sous le respirateur, quoi. À un moment, une des clés, c'est la pertinence pour les membres. Donc des fois, on voit quasiment des ruptures à l'amiable où les gens se disent, bah voilà, là on a terminé, on a fait le tour, ou ça m'intéresse moins. Des fois, on va avoir des nouveaux venus aussi dans la communauté qui vont dire attendez, cette question-là, elle n'est pas réglée. Moi, ça m'intéresse dans mon domaine. Puis mon regard peut peut-être enrichir le vôtre, etc. Donc à nouveau, dans ces formes organiques, la différence entre une communauté ou une organisation puis une équipe, c'est que la communauté, elle est très vivante. Elle a pas normalement de hiérarchie au sens classique. Donc elle va entre guillemets vivre sa vie, quoi. Et puis des fois, bah, quand elle est rendue moins pertinente, elle peut aussi disparaître, quoi. Soit elle disparaît d'elle-même, soit on peut se dire voilà, on a fait le tour du jardin, il faudrait passer à autre chose, quoi. Des fois, elle se cristallise en innovation aussi, ce qui est très correct, hein. Qu'est-ce que tu Ou, dis par là? bah, ce que je disais un peu sur la STM en disant voilà, on voulait explorer la robotisation. Maintenant, on sait comment on veut travailler ça collectivement. Donc, on va mettre en place, plutôt qu'une communauté, on va mettre en place une équipe projet ou un groupe de vigie, ou etc. Puis donc, la communauté, elle a moins d'intérêt. Elle a répondu à la question qu'elle se posait, quoi. Puis dans ce Mhm. cas-là, elle peut arrêter. Des fois, les communautés vont se trouver un autre sujet, hein, vont passer à autre chose. On a le souvenir de communautés chez IBM, par exemple, qui travaillaient sur des langages de programmation. Et puis, à un moment, l'Internet est arrivé, puis elles sont passées de la logique des langages à qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme entreprise sur l'Internet, quoi. Donc, elles peuvent aussi changer d'objet, là, si les membres y voient un intérêt, quoi. Puis, ce que tu mentionnes de dire l'intérêt des membres, je pense que c'est tellement important parce qu'il faut que la flamme, elle s'entretienne un peu C'est par sûr. elle-même, là. C'est probablement une métaphore maladroite, mais je pense qu'on se Non, comprend non, non, là-dedans. absolument. Ouais. Puis, tu sais, parce que là, il y a justement quelques personnes tu sais, qui me parlent qui voudraient avoir justement une communauté à gauche et à droite et tout ça, puis c'est super intéressant. Mais là, comme justement dans le chapitre, tu as amené 2 concepts, 2 éléments desquels je n'avais pas croisé un peu dans la littérature auparavant. Quand tu parlais des éléments d'une communauté d'innovation, vous discutez d'un côté d'un manifeste et de l'autre côté d'un Ouais. codebook. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par un manifeste? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre de ce terme-là? Bah, le manifeste, au fond, une communauté, c'est aussi un groupe social qui va produire de l'identité, qui va vouloir en particulier une communauté d'innovation, qui va se dire, voilà, moi je pense que le monde, il fonctionne comme ça, puis que c'est comme ça qu'on devrait le travailler, l'explorer. Je sais pas, bah, je pense à ce qu'on a fait chez Renault, là, tu peux avoir des gens qui vont dire, bah non, il faut continuer de faire des voitures, et des voitures électriques, et puis etc. Puis t'en as d'autres qui disent, bah non, notre rôle, c'est peut-être de travailler plutôt la mobilité que les voitures. Chez Michelin aussi, on a eu ça. Puis là, vous avez des gens qui disent, bah non, nous, notre rôle, c'est la mobilité. La mobilité, elle doit être durable. Elle doit être durable. On va s'engager à essayer de rendre la mobilité plus durable. Et puis en en faisant un principe même démocratique, par exemple. Ça, c'est une forme de manifeste, en disant voici sur quoi on veut travailler, on s'engage à travailler sur un sujet fort parce qu'on pense qu'il est important, parce qu'il résonne avec nos valeurs. Ça, c'est le manifeste. Et puis le codebook, c'est en disant bah, si tu dis voilà, on veut travailler la mobilité durable, on va devoir réfléchir ensemble à comment on va faire la mobilité durable. Alors dans le codebook, par exemple, de ces communautés d'intérêt sur la mobilité durable, tu vas avoir des gens qui vont dire ah bah la mobilité durable c'est technique, donc il faut faire des simulations. Puis il y en a d'autres qui vont dire ah ben non, il faut consulter, puis il va falloir mobiliser, il faut que ça soit une démarche démocratique, il faut que les usagers soient présents, que les villes soient présentes. Donc c'est le codebook, c'est sur le comment on va faire les choses beaucoup. Puis, tu parles de ces 2 éléments-là, mais moi, je me Ouais. demande à quel point est-ce que ça devrait être explicite? Parce que jusqu'à un certain point, des fois, quand on met les choses explicites, c'est un peu trop magistral, un peu trop formel, puis c'est comme un turn off, tu sais, pour utiliser une expression commune, là. Fait que je me demande à quel point on devrait le mettre de façon explicite, ce manifeste-là, puis ce codebook-là. Bah,
au moins, il y a parfois après, c'est une position peut-être de chercheur, mais avec mes collègues, on avait l'impression que plus il y avait une réflexion en tout cas sur le manifeste, des débats, des échanges sur le pourquoi de la communauté, plus on allait être à même là de s'orienter dans les bonnes directions, puis de travailler sur les sujets qui touchent tout le monde. Et puis c'est important d'avoir un débat sur les orientations, mais aussi sur les valeurs, sur les principes. Hmm. Euh, sur le codebook, étonnamment, ça se fait de soi-même. Les gens développent, c'est là où la communauté d'innovation rejoint après coup, reboucle sur la communauté de pratique, parce qu'on se rend compte que les gens ont ces réflexes pratiques-là, les membres des communautés, en disant finalement comment ça va impacter mon métier, comment ça va impacter mon projet, mon organisation. Donc ils vont définir à partir des explorations des nouvelles façons de faire, hein, ou des façons d'explorer, ou des façons d'intégrer une technologie. Donc ça, c'est plus le codebook, effectivement. OK. Puis, si tu me permets de revenir au Ouais. manifeste, moi, ce que j'en ai compris, puis je veux un peu rephraser dans ce que j'ai compris pour voir si je suis dans le champ et tout ça. Est-ce que c'est de s'assurer que les membres de la communauté adoptent une perspective similaire vers la destination vers laquelle on se dirige? C'est-tu. Tu sais, moi, j'entendais ça aussi tantôt, j'étais comme ah, ben, c'est vraiment s'assurer qu'on a le même fil conducteur, on s'entend qu'on va vers une destination qui ressemble à ça? C'est une bonne question et elle est subtile en fait, parce que tu veux que les gens puissent débattre, puissent discuter. Donc, c'est plutôt que de définir le fil conducteur, c'est plutôt le terrain de jeu. C'est quoi le terrain de Ah! jeu? C'est quoi la question? On va parler des fois, c'est un peu théorique, mais on va parler d'affordance. Affordance, c'est qu'est-ce qu'une question nous autorise à développer, par exemple, hein? Euh, euh, et ça, c'est plus important que de dire, voilà, on pense qu'on a trouvé un axe de réponse. Quand tu as trouvé un axe de réponse, en général, ta communauté, elle disparaît. Tu passes en mode projet, tu passes en mode innovation. Mmh. Donc la communauté, elle processe des connaissances autour d'une question. Souvent, c'est des défis pour lesquels on n'a pas de réponse. Je reprends mon exemple, si tu permets, de mobilité durable. La mobilité durable, on sait que c'est un horizon, mais on ne sait pas nécessairement ce que c'est. Donc on va devoir l'explorer, la discuter et la débattre. Puis ça me parle beaucoup parce que là, tu disais ça, puis ça me fait penser à une des différentes communautés de pratique. Justement, je pense qu'un des problèmes, ben pas des problèmes, mais une des choses qui a mené à sa fin, c'était le fait qu'on avait trouvé la réponse plutôt que de s'entendre C'est sur ça. comme le Ouais. terrain de jeu, c'était quoi. Et ce que tu me parles là, parce que avec mon collègue, justement, on avait une communauté de pratique hier ou une communauté d'innovation avec des entraîneurs. Puis je pense que l'élément clé, selon ce que tu viens de dire, c'est de s'assurer qu'on a toujours une question qui nous anime, qui suscite de la réflexion, puis qui suscite à Ouais. vouloir expérimenter, à regarder vers le futur, comme comment est-ce qu'on veut devenir comme professeur, coach, directeur, directrice, etc. Ouais. Tu vois, si on revient au coaching, moi je trouve qu'il y a des choses super intéressantes à travailler, puis où on n'a pas épuisé la question. Tu vois, le rôle des données dans le coaching. Est-ce que, je sais pas, une question très ouverte. Est-ce que l'intelligence artificielle générative, elle peut nous aider à coacher? Si oui, comment? Ça peut être des enjeux sur lesquels on sait que c'est vertueux. Tu sais, on se donne un horizon. Le coaching inclusif. Tu dis ça, on sait qu'il y a un besoin, qu'il y a des attentes là-dessus, mais ça veut dire quoi concrètement? Ça se pratique comment? Donc là, Hmm. on a des questions qui deviennent des terrains de jeu, mais qui restent assez ouverts malgré tout, puis qui vont susciter des débats. On veut qu'il y ait des débats. Puis on a parlé beaucoup là, du lancement, comme puis tu sais, si on est un peu plus en charge, ou du moins on veut stimuler ça dans notre environnement. Mais là, je flipperais un peu le scénario pour dire OK, là, on parle aux participants. Puis demain, je suis Ouais. un coach, je suis un directeur, je suis un chercheur, je suis quelqu'un dans une entreprise dans la STM qui participe à cette communauté-là. Hem, Qu'est-ce qui devrait être bon à savoir ou qu'est-ce qu'un participant devrait considérer justement quand il embarque dans un environnement comme ça? Parce que je trouve que des fois, on parle beaucoup aux gens qui vont comme faciliter cette communauté-là, mais on oublie de dire aux personnes de comme OK, c'est quel type d'éveil que ça prend peut-être justement quand on est dans un environnement comme ça? Ouais, c'est une bonne question aussi parce que on a souvent des guides de facilitateurs des communautés de pratique, mais j'ai pas vu moi le guide du petit participant là. Et Ben ouais. pourtant, il y a des principes. Puis évidemment, le facilitateur, il a un rôle à maintenir ça vivant. Mais une communauté, d'abord, on voit plusieurs postures.
C'est Étienne Wenger en particulier, qui est un des grands théoriciens là, sur les communautés de pratique, qui disait il peut y avoir différents rôles. On peut avoir un animateur qui lui pense que c'est pertinent que les gens viennent. On peut avoir un super expert, mais qui sera peut-être pas l'animateur. On peut avoir des fois des browsers, des gens qui vont venir renifler un peu, apprendre 3 trucs, repartir. Puis c'est correct aussi, qui vont polliniser peut-être d'autres espaces. Donc il faut accepter qu'il va y avoir une variété de postures. Par contre, la posture attendue, c'est celle de l'apprentissage et de la contribution authentique. C'est-à-dire, Hmm. je viens avec une certaine curiosité légitime, mais j'essaye de pas être trop neutre. Et puis, si j'ai pas des connaissances à apprendre, au moins de poser les questions qui semblent pertinentes. Donc, on s'attend tout de même à une certaine posture active en fait dans les communautés, pas trop passive. Ben, c'est ça, le côté engagement pour moi est quand même très important en fonction de ce que tu viens de dire. Et là, Ben oui. permets-moi de revenir sur l'élément des browsers, tu sais, les personnes qui Ouais. reniflent un petit peu ce qui se passe à gauche, à droite, puis qui pollinisent là, différentes communautés. Est-ce que ça n'a pas un enjeu sur je veux dire, le sentiment de sécurité psychologique un peu de la communauté, d'avoir une personne qui va peut-être venir 2, 3 fois versus s'il y a parmi 6 activités qui vont avoir lieu? Si l'orientation de la communauté est pertinente et que son cœur là est fort, c'est pas très grave, ça porte pas à conséquence. Puis c'est même plutôt sain d'avoir des gens qui sont pas, parce que le risque souvent de la communauté, on parle des fois de repli paroissial. La communauté, elle OK. finit par bien se connaître, par bien se parler, puis elle se crée des frontières. Or, l'intérêt des Mmh. communautés, c'est aussi la perméabilité. Des fois, tu as quelqu'un qui va arriver, un de ces fameux browsers, qui va arriver du champ gauche, si tu me permets l'expression, puis il va Bien poser sûr. une question qui va spinner les réflexions autrement. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Donc, il faut garder un certain degré d'ouverture. Je vais certainement pas interdire une analogie sportive ou l'expression sportive venir du champ gauche, sur temps d'arrêt. Mais ça, pour moi, c'est important. Puis ça me fait justement penser à l'expérience que je te disais que la communauté, elle a duré comme 2 ans. Je pense qu'à un certain point, peut-être que c'était pas assez perméable, ou peut-être qu'il y avait trop une perception négative sur les gens qui venaient pas régulièrement. Puis je pense que ça Ouais, a peut-être justement créé comme des attentes qui faisaient que les gens, ils se sentaient coupables de pas être venus de façon régulière. Parce que, tu sais, sur 2 ans, on a eu quand même, je pense, au moins 24 rencontres. Mais sur les 24 rencontres, il y a des personnes qui sont peut-être venues 6 fois. Mais je pense qu'il y avait comme un sentiment de culpabilité qu'ils animaient qui a peut-être contribué justement à la fin de cette belle communauté-là. ouais, ouais. La question de la pertinence est importante. C'est est-ce que je suis encore en train d'apprendre quelque chose? Et puis, des fois, l'ouverture, là, la perméabilité, elle permet de régénérer et de réénergiser la communauté. C'est un angle différent qui arrive. Ben oui. Et là, je trouve que les animateurs ou facilitateurs de communauté ont un rôle à jouer là-dessus. C'est de prendre du recul, des fois, d'avoir une perspective un peu méta sur la communauté, puis en disant, si les gens viennent plus, ils ont perdu de l'intérêt, Mmh. est-ce qu'on répète toujours la même chose? Est-ce qu'on se voit pour se voir? Dans ce cas-là, c'est pas une communauté. Tu sais, tu vas prendre une bière et puis et ça peut être le fun aussi, mais il faut avoir aussi le courage de reposer ces questions-là régulièrement, quoi, sur la vie de la communauté, quoi. Et puis ce caractère organique, il est important. Si tu peux, à nouveau, pour la déclencher, c'est des fois on lance des questions dans la nature, puis on regarde si ça colle, quoi. Si ça colle, ça veut dire qu'il y a quelque chose, quoi. C'est des Mmh. fois dire est-ce que ça vous intéresse de, et puis tu vois les gens qui viennent, alors là il y a peut-être quelque chose qui peut se passer. Quand tu mentionnais de reposer ces questions-là, juste pour être sûr qu'on s'entend sur ce que tu voulais dire par ces questions-là, c'est les questions en lien avec la direction, le manifeste de la Ouais, communauté? ouais, ouais. Le sujet, c'est quoi ton thème? C'est Puis c'est drôle parce que j'enseigne aussi là en ce moment là à HEC dans le cadre d'un de nos programmes gestion de l'innovation pour les organisations sportives. Puis on parlait des tendances. Puis quand on pense coaching en général, on va penser plutôt un public jeune ou alors des sportifs d'élite, etc., des athlètes d'élite. Puis quand on regarde la société aujourd'hui, on constate qu'au Québec, bientôt, on aura 20% de la population qui aura plus de 65 ans, ce qui est plus que les moins de 20 ans. Et donc, ça va poser Mmh. la question, moi, est-ce que je serais capable de coacher des baby boomers? Puis ça change quoi dans ma pratique? Ça peut être une façon de pivoter et puis de reposer la question autrement. Ou regarde, tu as parlé de la pandémie tout à l'heure, Oui. euh, coacher à distance. C'est coacher à distance, c'est une façon de reposer la question qui est loin d'être évidente, quoi.
Ouais, puis aussi, coacher à distance, c'est pas juste une question de pandémie. Tu sais, ça me fait penser à des entraîneurs qui sont un peu plus dans des sports, je vais dire nomades, là, que j'appelle, mais nomade, ça veut dire que, comme le tennis. Tu sais, au tennis, l'athlète, il part, puis il doit faire différents tournois à différents endroits, puis l'entraîneur va le suivre, mais va pas toujours le suivre. Donc, il va avoir des interventions et de la planification qui va se faire à distance. Et ça, tu sais, tu me donnes une question d'une communauté qui pourrait être super intéressant pour des sports d'une même famille. Je veux dire, c'est pas un terme officiel, là, mais les sports de famille nomades, là, si on veut. Tu sais. Ouais, ouais. Ouais, Mhm. ouais, puis, mais tout à fait pertinent, quoi. C'est le tennis, le golf, les gens qui vont bouger beaucoup. Est-ce qu'on peut imaginer tu sais, un coaching portable ou un coaching mobile? Ça, c'est des questions que tu peux amener dans une communauté d'innovation. Parce que je pose la question, puis on ne sait pas ce que c'est. Mais on sait que c'est intéressant, par contre. On sait que ça a du Mhm. potentiel. Tu vois? Puis que la réponse, elle est pas claire, mais ils vont faire prendre plusieurs cerveaux. Puis là, ça me fait penser, j'ai un lien avec la robotique. Peut-être que la Ouais. solution au coaching à distance, c'est de mettre la face du coach sur un robot qui va suivre l'athlète sur le long du court, mais je suis pas sûr que ça va être super dynamique puis super Ouais. humain comme coaching. Non, mais Euh, regarde, t'ouvres un autre, ce qui serait une communauté d'innovation passionnante dans votre domaine, réalité augmentée, réalité virtuelle et coaching. Tu sais, le coaching dans mhm. le métavers, le coaching avec un Oculus, etc. Puis pourquoi pas? Mais comment on le fait? Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on est capable de le mesurer? Ça pourrait être une communauté, par exemple. On sait qu'il y a quelque chose, on ne sait pas encore comment y répondre. Ouais, peut-être plus une communauté de chercheurs en coaching que de coach parce que je pense que Voilà. c'est rendu un petit peu loin pour nos coachs qui sont sur le terrain et qui ont besoin de gagner le championnat cette année. Mais je te suis, Laurent. Là, je fais juste Ouais, plutôt une blague par rapport à ça. Puis je pense que moi, une affaire que j'aimerais ça puis que je veux qu'on approfondisse justement, tu sais, avant de rentrer dans les questions éclairs, euh, c'est je sais que j'en ai bénéficié, tu sais, les 4 communautés dont je te parlais. ouais. Même quand j'étais au doctorat, on avait une communauté où est-ce qu'on se rassemblait pour discuter des articles, puis comme apprendre à comment mieux écrire nos articles scientifiques. Hem, Puis ce que je trouvais super intéressant dans le chapitre, c'est que vous parlez un peu des avantages ou des bénéfices justement, tu sais, d'une communauté pour les organisations. Moi, je suis clairement vendu, même si j'essaie de poser des questions intéressantes, du moins, là, je vais laisser les gens juger si les questions étaient intéressantes. Mais Si, si. tu Ouais. sais, puis une des choses que vous mentionnez dans le chapitre, c'est que, puis permettez de le phraser en question, c'est que les communautés créent, partagent et conservent les connaissances de manière bien plus efficace que ne le font les structures formelles d'une organisation. On le Ouais. sait, toi puis moi, là, pour mes études en sport management, que les organisations sont pas tellement bonnes à conserver leurs connaissances. Tu sais. Knowledge management, c'est pas tout le temps les forces de certaines organisations. Mais pourquoi est-ce que les communautés sont particulièrement efficaces à justement créer, partager, conserver ces connaissances-là? Bah, parce que tu distribues d'abord la connaissance entre différentes personnes qui vont l'intégrer à leur façon. Puis c'est important que la connaissance, elle soit tout le temps reprocessée, elle soit retravaillée. Donc, ils vont réinterpréter la connaissance de différentes façons, qui vont l'inscrire dans la pratique beaucoup plus efficace qu'un répertoire de connaissances dans un disque dur quelque part ou sur un serveur où on sait de toute façon que personne va aller. Donc la socialisation, on sait que c'est un très bon facteur de mémorisation, mais surtout le passage à l'action. Le fait d'utiliser la connaissance pour faire quelque chose est une bonne façon de l'intégrer, de l'accumuler, puis de la maintenir, quoi. Une connaissance qui n'est pas utilisée, ça se perd, quoi. Donc, au début de ton intervention, tu mentionnais que c'était important de retravailler la connaissance. Est-ce que c'est justement parce que tu disais à la fin, c'est qu'en la retravaillant, elle va survivre, elle va rester présente dans l'organisation ou il y a d'autres choses pour laquelle c'est important justement de retravailler, de revisiter les connaissances? Ouais, ben, on fait, c'est en informatique, on parle de mémoire morte. Là, c'est pas forcément la bonne expression, mais et il faut faire la différence entre savoir et connaissance. Là, le savoir, ça va être de la connaissance formalisée, accumulée, stabilisée quelque part. Mais la vraie connaissance, c'est celle qui change quelque chose dans la vie des gens, quoi, qui leur permet de passer à l'action, qui leur permet d'être plus efficaces, de se re-questionner, etc. Et elle est toujours reprocessée. La pire chose pour une communauté, c'est de dire voilà, maintenant on détient la vérité. Puis là, c'est plus une communauté qui pense détenir la vérité, c'est plus une communauté, c'est un culte. Hein. Donc on veut éviter ça. Et donc pour que la communauté soit vivante, bah, c'est qu'elle réalise qu'il y a des nouveaux enjeux, que tu peux avoir des nouveaux acteurs qui vont venir présenter un angle différent. Donc c'est important que la connaissance, elle soit toujours re-questionnée. Et puis c'est ce que font souvent. On, on- quand on voit un nouveau membre arriver dans une communauté, c'est souvent ce qu'il va faire, quoi.
C'est souvent de Mmh. dire: «Ah ben moi mon contexte il est différent». Et puis là, c'est tout le groupe qui va se mettre à se re-questionner sur la nature de la communauté. Donc c'est ça l'intérêt aussi d'avoir des communautés entre guillemets, «vivantes» quoi. C'est Et en se requestionnant en fonction du contexte, comme tu viens tout juste de le mentionner, ça permet aussi, je crois, à chacune des personnes de la communauté de mieux comprendre l'influence de son contexte sur sa pratique ouais, professionnelle, tu sais, justement. ouais, Et là, oui. tu utilises le terme quand même régulièrement, tu sais, de connaissance. Mmh. Je pense que j'ai une idée un peu de ce que ça veut dire. Mais mettons, est-ce que tu as un exemple d'une connaissance, là? Tu disais la connaissance tout à l'heure, comme une personne, un exemple, ça peut être quoi, le genre de connaissance qu'on revisite puis qu'on réutilise puis que c'est important de l'aimer parce que je pense que c'est plus simple que ce que les gens pensent quand on entend juste le terme, tu sais, la connaissance ou une connaissance. Je pense que c'est encore plus simple et plus concret que les gens pourraient penser. Voilà, moi je suis pas un expert du coaching, mais par exemple, quelqu'un qui aurait essayé des choses, tu travailles avec un sportif d'élite, puis tu as essayé des choses en alimentation. Ouais. Puis là, tu te dis: «Tiens, bah, finalement non, on va changer de régime alimentaire». On se rend compte que ça a un impact différent que ce qu'on anticipait. Ça, c'est une connaissance. Puis là, on va se mettre à rechallenger ce qu'on pensait pour acquis. Donc ça peut être une connaissance. Ça peut être la connaissance en particulier en ce qui est intéressant de parler de communauté en coaching, c'est qu'il y a toute une partie de la connaissance qui est très difficilement explicitable. Donc le geste, tu sais le geste du golfeur, le geste c'est comment tu prends ton impulsion avant de faire un triple saut, peu importe. On arrive à représenter, mais il y a des façons. On a eu des exemples historiques, évidemment, le saut en hauteur et Fosbury en disant tu changes le geste et tu changes la performance. Ou on a vu Effectivement. Tiger Woods il y a quelques années qui avait fait un arrêt de carrière pour retravailler justement Mhm. son geste, ben, là, il y a ces connaissances-là, elles sont très difficilement formalisables, donc c'est juste en observant, en partageant, en essayant qu'on est capable de les faire circuler puis de les valider. Ouais, puis pour moi, ça fait un lien avec le leadership, le coaching, être parent, dans le sens que c'est toutes je veux dire, des domaines ou des compétences, là, le leadership et tout ça, où est-ce que c'est plein de nuances de gris et c'est pas clair qu'est-ce que tu dois faire dans chacun des moments. Tu sais. Puis c'est là que je pense que de revisiter les connaissances de façon, on va dire, plus informelle à travers une communauté devient particulièrement important parce que tu peaufines un peu ta maîtrise des nuances de gris de ton domaine. Exact, Tu sais, le coaching, c'est exact. pas noir ou blanc, la médecine, c'est pas noir ou blanc, le leadership, c'est clairement pas noir ou blanc. Être parent, c'est clairement pas noir ou blanc. Puis de faire partie de communauté puis de discuter de ces choses-là, ça te permet de mieux distinguer quand est-ce que c'est un peu plus noir, quand est-ce que c'est un peu plus blanc, ou est-ce que toi, tu dois te situer puis comment tu dois intervenir en fonction des différentes teintes. Là. Ouais, tout à fait. Puis ça, c'est un truc que tu vois souvent dans les communautés. C'est un des membres qui va dire, «Ah ouais, on a toujours fait comme ça, mais regardez, moi l'autre jour, j'ai vécu ça, puis il s'est passé ça, et vous? Ça vous est déjà arrivé ça?» Puis c'est écrit nulle part, puis tout d'un coup, tout le monde va dire: «Bah oui, je m'étais déjà posé la question. Ah oui, moi j'ai vu ça aussi dans un autre contexte». Puis là, tu as quelque chose d'important qui se développe là, et c'est écrit Ah, nulle part. vraiment, vraiment. Puis, de façon, plus anecdotique, avant qu'on rentre justement dans les questions éclairs, donc j'ai fait quelques recherches avant qu'on tienne la conversation et là, tu mentionnais justement sur, les réseaux sociaux que tu vas contribuer aux journées ou aux perspectives MBA, une grande journée de réflexion sur les enjeux de gestion qui se tiendra au nouvel édifice Hélène Desmarais de HEC Montréal le 2 novembre prochain et tu Ouais, disais que tu vas exact. leur parler d'innovation comme une pratique nécessaire et normale pour la gestion. Des Ouais. gens là, que notre conversation, comme ça a piqué leur curiosité, ils veulent en entendre plus. Comme, ça va être un peu quoi le message justement de ton intervention le 2 novembre? Là, si tu es déjà rendu au 2 novembre dans ton horaire, je sais que j'ai cru comprendre qu'il ne manque pas de projet de ton côté, mais ça va être un peu quoi le message ou un peu le sujet de tes propos? Bah, déjà, tu viens c'est intéressant de pointer vers ça, parce que c'est ce que je fais beaucoup depuis plusieurs années, c'est essayer de démystifier l'innovation. Donc l'innovation comme démarche, l'innovation comme une Mmh. pratique, et puis tu as partagé une partie du message. Aujourd'hui, on n'a plus le choix, tout le monde doit innover d'une manière ou d'une autre, là, en organisation en particulier. Est-ce qu'on peut regarder l'innovation comme une pratique, donc une séquence d'activités qu'on est capable d'équiper, qu'on est capable d'outiller, et une pratique normale. Donc moi, ce que j'essaye de faire, je faisais ça ce matin avec une grande entreprise québécoise aussi, c'est de démystifier la démarche d'innovation.
De dire: «Regardez, il y a rien d'Harry Potter là-dedans, c'est pas magique. Il y a des pratiques à mettre en place, elles sont peut-être pas usuelles en organisation, elles sont différentes des opérations, mais on a une démarche, on a des outils, on a des méthodes et si on s'entraîne, qu'on les met en place, qu'on les utilise, on va arriver à générer des solutions, à les tester, à les valider, à les implanter». Et je pense que, tu sais, moi, je vais peut-être dire au-delà d'être Gandalf, là, pour peut-être la série que je préfère plus parmi les deux, mais au-delà d'aller tu sais, dans la magie, si on veut, ou de la perception de dire qu'on on essaie de faire quelque chose de grandiose et de magique. Ouais, Puis je pense que c'est important, ce message-là, puis je me suis mal exprimé, mais l'idée, c'est que je pense que c'est pas seulement réservé aux gens qui sont à la fine pointe de leur domaine, parce que l'innovation, c'est aussi dans la résolution de problèmes que tu vis dans ton contexte. Et puis je pense ouais. que c'est justement de te préparer un peu au futur, comme auquel on faisait allusion. Puis je pense que ça, c'est un message très important. C'est pas juste réservé aux personnes à la fine pointe, puis c'est pas aussi inatteignable que les gens pensent. Ouais, c'est un super bon point. On a un collègue, il y a une vingtaine d'années, là, qui parlait d'innovation ordinaire. Moi, j'ai beaucoup aimé cette expression-là. OK. L'innovation ordinaire, parce quand on regarde, il y a beaucoup de fantasmes ou de mythes sur l'innovation, en disant c'est une contribution exceptionnelle, on parle d'innovation de rupture, d'innovation radicale, mais dans 90% des cas, c'est des gens qui ont essayé de penser autrement, d'agir autrement, qui l'ont fait ensemble, qui ont expérimenté des choses ensemble, qui ont réfléchi aux impacts, aux conséquences. Donc c'est quelque chose de très, quand je disais démystifier tout à l'heure, l'innovation comme activité normale, c'est accessible, ça s'organise, ça se gère, et c'est pas réservé aux super geeks ou aux génies créatifs. Au contraire, plus on va mettre de monde autour de ces démarches-là, plus on va être intéressant, pertinent, même efficace dans nos démarches d'innovation. Et là, ça me fait penser, tu sais, tu touchais quand même à quelques contextes différents. Tu sais, tu parlais tout à l'heure de ton parcours au doctorat avec Ubisoft. Oui, Après ça, aller chez Renault, Michelin, plus dans le monde motorisé. Tu parles de grandes entreprises, tu parles de la STM. Tu gravites autour de quelques personnes qui sont dans le monde du sport avec le cours que tu oui. enseignes en ce moment. Est-ce que tu as vu des différences à travers les contextes au niveau de l'innovation ou de la démarche ou de la quête d'innovation? Alors oui, il y a beaucoup, il y en a forcément des différences sectorielles, contextuelles. On veut innover des fois. On a des milieux qui sont parfois beaucoup plus techno, on a des milieux qui sont plus sur les process de gestion. Mais dans les faits, là, la mécanique reste la même. Que Hmm. ça soit à petite échelle, à grande échelle, là, essayer de bien caractériser les besoins, les enjeux, se donner du temps d'imagination, d'idéation, d'exploration, mettre les idées à l'épreuve du concret aussi, ça on le fait pas assez. Représenter, dessiner, prototyper, modéliser pour valider les idées, pas partir du principe que quand on a une idée, c'est la bonne, il faut les challenger. Ça, on retrouve ça dans tous les milieux, dans tous les secteurs et puis à toutes les échelles. Ouais, puis l'élément de challenger, je pense que c'est probablement sous-estimé, ou est-ce que dans le sens qu'on doit être capable, se sentir confortable à l'interne et dire: «Hey, je propose une idée». Les gens dans la communauté, de façon productive, vont justement défier un peu ce que j'ai proposé puis dire: «Hey, ça va peut-être pas marcher ça, t'as-tu pensé à telle affaire ou t'as-tu vu ça de cette façon-là ou je pense que ça va foirer rendu à cet élément-là», mais que c'est justement des comportements productifs. Ouais, tout à fait, tout à fait. La pire chose, hein, on dit souvent en entrepreneuriat, en innovation, la pire chose, c'est de tomber amoureux de son idée. Parce que on la cristallise souvent trop tôt. Hein, on est convaincu que c'est la première idée qui est la bonne, alors que quand on étudie les pratiques d'entrepreneuriat, d'innovation, on parle par exemple d'effectuation. C'est-à-dire un entrepreneur, il a une première idée, mais il va la montrer, il va la présenter, les gens vont faire des commentaires. Puis l'entrepreneur véritable, c'est celui ou celle qui va être capable de tenir compte de ça, puis de faire évoluer son idée, de l'enrichir, de la compléter, de la pivoter éventuellement. Ouais, et l'entrepreneur qui a du succès, c'est la personne qui, à mon sens, expérimente avec des idées et les teste et les valide et finalement ces idées-là survivent le test du terrain et c'est là Ouais, que ça va justement être durable dans le temps parce qu'il faut que ça passe le test du terrain, sinon ton entreprise ne sera juste pas viable, là, tu sais. absolument. Puis le test acide, là, c'est pas juste ça marche ou ça marche pas. Le test acide, c'est les autres. Tu sais, est-ce que les autres, ils la comprennent ton idée? Est-ce que tu Mmh. l'as montrée à des clients potentiels, à des usagers potentiels? Est-ce que tu leur as mis la main sur ton prototype? Et puis, donc il faut socialiser les idées, hein. On dit souvent, on a beaucoup cultivé cette image-là de l'innovateur qui garde le secret. Tu as une Ben idée, oui. surtout tu en parles pas. Puis dans les faits, les innovateurs à succès, c'est le contraire.
c'est ceux qui socialisent le plus leurs idées, qui en parlent, qui échangent, qui vont s'appuyer sur les autres pour mettre les idées à l'épreuve, puis accélérer leur développement, puis leur validation. J'adore l'expression socialiser les idées, c'est-à-dire que les idées doivent parler aux gens aux personnes auxquelles tu présentes ces idées-là, justement. J'adore. Laurent, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on discute. Ça l'a passé très rapidement. Mais j'aimerais, si tu me le permets, d'enchaîner avec les questions éclairs. Ou est-ce que je pose des questions un peu plus générales, quand même typiques pour Temps d'arrêt, le podcast, qui permettent d'apprendre un peu à te connaître, mais aussi de profiter un peu de ta sagesse accumulée à travers Ouf. des années d'expérience et tes années professionnelles. La première question que j'ai pour toi, si tu veux retourner en arrière et te donner un conseil à toi-même là, quand tu avais 22 ans, ça serait quoi? Ben ça, c'est très personnel. Probablement, sois moins timide. Tu sais, Moins timide? Ah oui, OK. ouais, sors plus, va voir plus de monde, fais plus de trucs, etc. Va voir, voyage plus, pose plus de questions. Ouais, drive. Ça aurait été quoi le bénéfice peut-être engendré de ça? Parce que ça me parle, tu sais, je vois quelques étudiants dans mes cours, peut-être même quelques collègues qui sont un petit peu timides, puis je suis pas sûr qu'ils réalisent à quel point ça pourrait être un bénéfice d'aller un peu plus à l'encontre de ça. Ouais, moi je compensais au départ, je suis peut-être plus un intellectuel, mais je compensais en lisant beaucoup, en lisant tout le temps. OK. J'étais curieux de tout, etc. Mais à un moment, le vrai monde existe. Et puis, n'importe quelle rencontre, que ça soit avec un être humain, une nouvelle ville, un chat dans un coin de rue, c'est enrichissant. Donc on le fait pas assez, on le fait jamais assez. On le fait jamais assez, ça va venir enrichir ton logiciel personnel, amener plus d'éléments. Moi, je crois que la créativité, l'innovation, c'est aussi combinatoire. Plus on intègre d'éléments de connaissances, plus on intègre d'éléments d'expérience, plus on a de possibilités de faire des combinaisons originales. Donc Eh, ça, il faut le faire tôt. On cultive pas ça assez, honnêtement. Puis c'est un prof qui te le dit là, mais en éducation, on cultive pas la curiosité. Or, on devrait faire que ça. on cultive la mémorisation et là, on ouvre un gros débat sur la société Ouais, québécoise et la conformité. occidentale Et la et la conformité. conformité, tout à fait. Ouais. Justement, tu disais que tu étais une personne qui lisait beaucoup. Ma deuxième question, Ouais. euh, quel livre est-ce que tu as lu et que tu recommanderais le plus en ce moment? Ah, sur ces questions-là, Ah, c'est pas là, obligé je, sur ces là, je- questions-là, ça peut être sur non, là, je n'importe quoi. sors d'un très bon Jonas Beu sur, vous savez, d'un très bon roman policier là, qui m'a tenu éveillé quelque temps. Mais non, euh, plus sérieusement, moi, je pense il faut aujourd'hui, il y a des boîtes à outils qui sont très riches. Là, je pense à ce que font nos collègues Osterwalder et Pigneur sur la proposition de valeur, le business model. Je pense qu'il faut lire sur le design thinking aujourd'hui si on veut s'intéresser à ces méthodes-là. Peut-être qu'il faut lire sur les communautés, là, pas forcément notre bouquin, il y en a d'autres, mais sur l'innovation collective, ouverte, collaborative, sur les laboratoires ouverts, sur les hackathons, sur les écosystèmes d'innovation. Je pense qu'il faut être curieux de ça aujourd'hui. Là. Et quand tu parlais d'Alex Ostenwalder, si je prononce bien son nom, c'est la Ouais. plateforme Strategizer qui propose des Exact. livres super intéressants pour les gens qui ont à bâtir les modèles de leurs entreprises et proposer des services à travers leur entreprise ou les organisations. Mais ceci étant dit, la question n'est pas seulement à début d'en savoir plus sur l'innovation. Quel était le roman policier? Je sais qu'il y a des gens qui écoute le Ah, podcast qui adorent les romans policiers. ça s'appelle Leur domaine hein, de Joe Nesbo. Nesbo, c'est un auteur, c'est un des classiques scandinaves là. Puis il a normalement un personnage fétiche, mais c'est un roman qui nous emmène complètement ailleurs, là, sur l'histoire de deux frères. Et puis c'est assez dur. Parfait, on va mettre ça en description dans l'épisode. Je sais qu'il y a quelques personnes qui écoutent le podcast qui sont fanatiques de romans policiers ou du moins de fiction. Dernière chose, puis je vais mettre la question un peu plus générale. J'ai une idée du thème, mais qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif dans le monde d'ici 10 ans? On se réveille le 12 octobre 2033. C'est quoi qui est un avantage compétitif à ton avis? Ah, ouais, j'ai une réponse dure et puis une réponse peut-être plus pratique. La réponse dure en 2000 combien t'as dit? 33? 33. Ouais, l'avantage compétitif, ça sera d'être encore là. Donc la survie. OK. Donc la survie. Puis on a un travail énorme à faire là-dessus.
Honnêtement, on a un travail énorme, évidemment dans nos rapports à l'environnement, mais aussi dans le maintien de structures sociales pérennes, enrichissantes, humanisées, mais dans un rapport repensé à la nature. Je pense que c'est un vrai défi, ça. Mhm. Et puis la réponse, je vais te faire la même réponse que tout à l'heure. L'avantage comparatif, ça va être la curiosité, puis la flexibilité. Être curieux des choses, essayer d'être pertinent dans la façon dont on répond aux besoins des gens, mais c'est pas nouveau, mais ça reste essentiel. Je pense Mhm. qu'on arrive à une époque où on pourra plus se permettre de faire du gadget. Il faut être pertinent, il faut faire une différence dans la vie des gens, et puis ça peut donner des modèles d'affaires lucratifs, ça peut donner peu importe non lucratif, mais toujours quelle est la différence qu'on va faire dans la vie des gens, puis est-ce qu'on va être pertinent pour les gens. Puis quand tu dis faire du gadget, c'est comme, est-ce que c'est de faire un peu moins dans le superficiel, puis de faire quelque chose qui est Ouais, plus pragmatique? oui. Oui, Intéressant. ouais. Tu sais, il y a des choses, vous parlez peut-être de ça parfois, mais les grands objectifs de développement durable là, des Nations Unies là, me semblent dessinent un certain nombre d'orientations. Ouais. Être en dehors de ça aujourd'hui, là, c'est questionnant, quoi. On a un certain Mhm. nombre de défis sur la table qu'on va devoir, comme organisation, comme société, qu'on va devoir travailler, quoi. Tout à fait. Puis, tu sais, des fois, oui, c'est peut-être dur comme réponse, mais on a besoin de se le faire dire, tu sais, de se le faire rappeler de temps en temps parce que, tu sais, s'il y a un invité de podcast, une amie qui nous le rappelle, un professeur à gauche pas à droite, ben, c'est là que le message finit par prendre un peu plus de momentum à travers la société. Puis là, on est capable de créer un changement, justement, pour mes filles, principalement. Je veux Ouais, qu'il y ait une belle vie, mais tous les ouais, gens qui sont sur la planète aussi également. Alors, on passera pas juste à ces trois-là. Mais bref, je pense qu'on a besoin de se le faire rappeler. Fait que je pense aucunement c'est bon de se le faire dire. Puis je pense que des fois, justement, dans la société, tu sais, si je peux me permettre une dernière tangente, ouais. on devrait être capable de se dire plus les choses de façon dure, tout en étant respectueux, mais de se dire plus franchement un peu, c'en est quoi de la réalité. Fait que merci d'avoir partagé ça, Laurent. Avant qu'on termine, est-ce que tu as un mot de la fin peut-être pour les gens qui sont impliqués à tous les niveaux du système sportif? Puis où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? OK, bah, je sais pas, moi je suis, tu sais, je parlais du champ gauche. Moi, dans cet univers-là, je viens un peu du champ gauche, mais ça m'intéresse de plus en plus en enseignant un peu en essayant d'amener la réflexion sur l'innovation dans ces univers-là. Je découvre des choses, puis en particulier comme une espèce de noblesse du sport et de l'activité physique que je trouve intéressante. Autour de l'idée de la santé, mais aussi la connexion à l'autre, la connexion à la nature, tu sais, rapport à soi, rapport à l'autre, rapport au monde. Je pense que le sport a un rôle à jouer là-dedans, puis je trouve ça extrêmement intéressant, puis c'est noble. Donc faut pas Mhm. hésiter ça de se le rappeler. Et puis écoutez, je suis facile à rejoindre, pouvez me retracer assez aisément sur LinkedIn. Je suis pas hyper présent sur les réseaux sociaux. Moi, je suis plutôt un browser sur les réseaux sociaux, mais sinon HEC Montréal, laurent.simon@hec.ca, ça me fera toujours plaisir d'échanger. Moi, je suis resté un curieux pathologique. Donc merci Pa- beaucoup. Ça, c'est une des plus belles qualités là, qu'on peut avoir, justement, la curiosité. Je vais mettre ça dans la description de l'épisode si les gens cherchent un peu les informations, les coordonnées, les personnes, les organisations. Donc, je rappelle, vous pouvez toujours aller voir les notes de l'épisode sur le site web du podcast. Là-dessus, Laurent, merci beaucoup d'avoir fait du temps pour temps d'arrêt avec Coach Frank durant un semestre très chargé. J'apprécie beaucoup. Et à toutes les personnes qui ont écouté la conversation d'aujourd'hui, ben, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, bien, la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien, visitez le drcoachfrank.com dans la section Contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi dans l'aventure Temps d'arrêt.